Nous voici maintenant à la dernière capsule sur les troubles psychologiques et j'ai nommé les troubles des conduites alimentaires que vous trouverez dans votre bouquin au chapitre 12. Alors, commençons par le premier, ou une définition générale plutôt. Les troubles des conduites alimentaires regroupent des comportements problématiques tels que des excès incontrôlés de consommation de nourriture ou, au contraire, par des privations radicales auto-infligées. Donc, il y a deux tendances dans les troubles des conduites alimentaires et il y en a 4 ici et on va voir comment ils se manifestent selon le trouble en question. 4 troubles des conduites alimentaires. Premièrement, les accès hyperphagiques. Deuxièmement, la boulimie. Troisièmement, l'anorexie mentale, mieux connue sous le nom de l'anorexie. Et le dernier, qui est la bigorexie. Tous ces troubles ont en commun d'entraîner chez la personne qui en souffre une obsession à l'égard de la nourriture. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un trouble des conduites alimentaires, c'est-à-dire la façon dont la personne va manger ou pas va induire une souffrance chez cette personne-là et c'est toujours une obsession à l'égard de cette fameuse nourriture-là. Voilà. Premier trouble des conduites alimentaires, les accès hyperphagiques. On parle d'un trouble de conduite alimentaire caractérisé par des épisodes répétés et incontrôlables de consommation de grandes quantités de nourriture associés à une profonde détresse psychologique sans action visant à éliminer les aliments. C'est tout. Donc, on est en présence d'une personne ici qui, pendant une très courte période de temps, on parle de moins de 2 heures ici, elle va manger énormément, beaucoup plus qu'à la normale, et ça va se limiter à ça. Il n'y aura jamais par la suite des épisodes comme vomissements, prise de purgatifs et tout ça pour limiter la quantité de nutriments absorbés ou les calories. Donc, la personne ne fera que manger pendant une courte période de temps sans plus. Donc, c'est évidemment le trouble des conduites alimentaires le moins dommageable parce qu'il se limite à une prise de calories. C'est sûr que ce n'est pas sans dommage, bien sûr, parce que généralement, ces gens-là sont atteints de l'obésité ou vont faire de l'embonpoint et on connaît tous les problèmes physiques associés à cette obésité-là. Donc, on va voir généralement des gens obèses assez gros sur le plan de l'apparence physique. Ces personnes affichent fréquemment un niveau élevé d'anxiété qu'ils tentent d'atténuer par la consommation excessive de nourriture et c'est ce qu'on voit au début, associé à une profonde détresse psychologique. Donc, c'est-à-dire que la personne ne se sent pas bien et pour venir soulager cette espèce de malaise-là, elle va recourir à la nourriture, donc manger énormément. C'est un comportement qui ressemble beaucoup aux dépendances à l'alcool ou aux substances. Les gens, lorsqu'ils ne vont pas bien, vont aller consommer de l'alcool ou autre substance de façon incontrôlée, mais ici, c'est la nourriture sans plus. Donc, on a l'espèce de cercle vicieux, la personne ne se sent pas bien, oups, elle consomme énormément de nourriture, mais suite à ça, elle ressent de la culpabilité et de la honte, ce qui fait augmenter le sentiment d'anxiété et qui va ramener la personne à cette consommation excessive de nourriture-là. Et là, on est dans le cercle vicieux des conduites, ou plutôt des accès hyperphagiques. Les critères diagnostiques sont écrits ici. Il faut que la personne réponde toujours à tous les critères, donc aux critères A, B, C, D et E. Critère A, survenue récurrente d'excès hyperphagiques, donc des crises de gloutonnerie ou ce qu'on appelle en anglais des binge eating, c'est-à-dire une période courte où la personne va manger énormément, un petit peu comme on voit sur la photo ici. Donc, ça prend les excès hyperphagiques répondent aux deux caractéristiques suivantes. Souvent, c'est un ou deux, là, c'est les deux, absolument. 1. Absorption en une période de temps limitée, moins de 2 heures, d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient en une période de temps similaire dans des mêmes circonstances. Donc, je pourrais donner un exemple ici d'une personne qui mangerait 1-2 litres de crème glacée avec un gros sac de chips et un gâteau. Puis, peut-être même un pot de Nutella avec ça. Okay? Donc, ça pourrait s'apparenter à quelque chose d'aussi intense en une courte période de temps, ce que monsieur et madame tout le monde ne feront pas, bien sûr. Et 2, sentiment de perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la crise. Donc, sentiment de ne pas pouvoir s'arrêter de manger ou de ne pas pouvoir contrôler ce que l'on mange ou la quantité que l'on mange. Donc, quand c'est parti, elle n'est plus en contrôle, elle ne peut pas décider, elle ne peut pas s'arrêter. C'est aussi simple que ça. Donc, elle doit répondre à ces deux critères-là. Critère B, ils sont associés à au moins 3 des caractéristiques suivantes, donc ça en prend 3 parmi les 5. Manger beaucoup plus rapidement que la normale, manger jusqu'à éprouver une sensation pénible de distension abdominale, donc se sentir bien plein et avoir des douleurs là, au niveau de l'abdomen à ce sujet-là. 3. Manger de grandes quantités de nourriture en l'absence de sensation physique de la faim. Rappelez-vous, la personne, elle mange plutôt pour soulager une souffrance, donc elle n'a pas faim nécessairement. Manger seul, parce qu'on est gêné de la quantité de nourriture que l'on absorbe. Et finalement, se sentir dégoûté
de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé. En C, on dit que les excès hyperphagiques ou les épisodes de gloutonnerie entraînent une détresse marquée, donc suite à ça, la personne n'est pas bien ou à cause de tout ça, bien sûr. D, les excès hyperphagiques de gloutonnerie surviennent en moyenne une fois semaine pendant 3 mois. Donc, rappelez-vous que les critères de temps sont importants ici. Donc, c'est une fois semaine pour 3 mois. Et on dit en E que les excès hyperphagiques de gloutonnerie ne sont pas associés au recours régulier à des comportements compensatoires inappropriés comme dans la boulimie, c'est-à-dire que la personne n'aura pas de tentative de se faire vomir. On se limite à manger beaucoup en une courte période de temps. Ce qui nous amène au deuxième trouble qui est la boulimie. La boulimie, elle a ça de différent, c'est que la personne va, après avoir mangé beaucoup, tenter de se faire vomir ou utiliser d'autres stratégies pour éliminer les calories ingurgitées parce qu'elle ne veut pas prendre de poids. Voici la définition. Troubles des conduites alimentaires caractérisés par des épisodes d'hyperphagie, donc ce qu'on a nommé tantôt, manger beaucoup en une courte période de temps, et une obsession de la minceur. Il y a ça de nouveau ici qu'on n'avait pas tantôt. Donc, ces épisodes sont compensés par des vomissements provoqués, donc elle va elle-même se faire vomir pour éliminer ce qu'elle va avoir mangé, ou elle va utiliser des laxatifs. Il y a des gens qui vont prendre toutes sortes de produits pour se faire aller à la selle, donc des diarrhées pour éliminer. L'objectif est toujours d'éliminer tout ce que je viens de manger parce que je suis pas bien avec ça, mais parce que je veux surtout pas prendre de poids. Ou des jeûnes, donc elle pourra se priver par la suite, ou elle pourra faire beaucoup de sport suite à ça pour penser qu'elle éliminera tout. Bien sûr, elle n'y arrivera pas parce que le corps va quand même absorber une quantité de nourriture importante, mais son objectif est quand même celui-là parce qu'elle a cette espèce d'obsession de la minceur que l'autre n'a pas. Donc, les épisodes d'alimentation excessive sont vécus comme des pertes de contrôle et sont suivis par des tentatives pour compenser les excès et éviter de prendre du poids. Voici les critères diagnostiques. A. Survenue récurrente d'excès hyperphagiques, donc on parle de crise de gloutonnerie comme tantôt. En B, on parle de comportements compensatoires inappropriés et récurrents visant à prévenir la prise de poids, tels que les vomissements provoqués, l'emploi abusif de laxatifs, de diurétiques ou d'autres médicaments, ou des jeûnes ou de l'exercice physique excessif. Donc, en A, comme tantôt, mange beaucoup. En B, on veut éliminer, donc on a des comportements compensatoires ici. En C, les excès hyperphagiques ou les épisodes de gloutonnerie et les comportements compensatoires, donc se faire vomir, surviennent tous les deux en moyenne au moins une fois semaine pendant 3 mois. Donc encore une fois, le critère temps est important ici. Et l'estime de soi est influencée de manière excessive par le poids et la forme corporelle, et c'est de là toute la raison pour laquelle la personne va se faire vomir pour rester mince. Et on dit que le trouble ne survient pas exclusivement pendant les épisodes d'anorexie mentale parce qu'on va le voir tantôt. C'est bon? Voici pour la boulimie. Vous voyez, là, il y a toujours les dysfonctionnements psychologiques comme on a dans tous les troubles, là, dans les PowerPoint, donc vous pourrez aller le lire. Poursuivons maintenant pour l'autre trouble des conduites alimentaires qui est l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, c'est un trouble des conduites alimentaires caractérisé par une obsession de la minceur, un faible poids et d'importantes restrictions alimentaires. Donc, vous voyez ici, il n'y a aucun épisode d'excès hyperphagique. La personne ne mangera pas de façon intense, il n'aura pas d'épisode de binge eating ou de gloutonnerie. Elle, ce qui la caractérise, c'est une obsession de la minceur, donc être mince à tout prix, faible poids, donc on va voir quelqu'un qui est souvent très mince, donc en dessous du poids normal, et d'importantes restrictions alimentaires. Donc, on est en présence de quelqu'un qui va avoir un menu très, très, très rigide et qu'elle va continuellement se priver, si on veut, pour éviter de prendre du poids. On dit que c'est le plus grave des troubles des conduites alimentaires qui va souvent mener à l'hospitalisation dans des cures fermées. Pourquoi? Parce que la personne, en se privant d'aliments nécessaires à sa survie, elle va se priver de toute la protéine, toutes les vitamines et tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la personne. Donc, ils mettent leur vie en danger. Et ils entretiennent toujours cette obsession de la minceur et de l'apparence physique, eux, à tout prix, être minces, selon leurs critères, parce qu'on va le voir tantôt, nous, on va dire qu'ils sont minces, mais eux ne se verront pas aussi minces qu'ils le sont. Donc, voilà ce qui caractérise l'anorexie mentale. Les critères diagnostiques sont les suivants. A. Restriction des rapports énergétiques par rapport aux besoins conduisant à un poids
significativement bas compte tenu de l'âge, du sexe, du stade de développement et de la santé physique. Donc, on est en présence d'une personne qui va se priver par rapport à ce qu'elle devrait manger et pour conduire à un poids qui est significativement bas par rapport à l'âge qu'elle est, que ce soit une jeune femme, une adulte ou une adolescente, encore une fois, elle sera beaucoup plus petite normalement que ce qu'elle devrait être à l'étape de sa vie où elle se retrouve maintenant. Voilà. En B, peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, ou des comportements persistants interférant avec la prise de poids. Donc, elle va tout faire pour ne pas prendre de poids, alors que son poids est déjà significativement bas. Okay? Donc, c'est important, on est toujours dans la privation ici. Et elle a cette peur-là de prendre du poids, même si on lui dit « Ah, ben voyons, tu peux manger, tu es déjà très mince. » Pour elle, non, elle n'est pas encore aussi mince qu'elle le souhaiterait. Et en C, altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps, influence excessive du poids et de la forme corporelle sur l'estime de soi ou manque de reconnaissance persistant de la gravité de la minceur actuelle. Donc, une personne qui est déjà très mince, mais elle ne se voit pas si mince. Donc, c'est là la perception du poids ou l'altération de la perception du poids. Et elle ne verra pas qu'il y a des dangers associés à cette maigreur-là, si on veut. Et son estime d'elle est directement reliée à son apparence physique. Donc, si elle se voit un petit peu plus grosse que ce qu'elle souhaiterait, son estime de soi va être affaiblie ou diminuée, alors que si elle devient aussi mince qu'elle le souhaite, ce qu'elle n'arrive jamais, elle se sentira beaucoup mieux sur le plan de l'estime. Deux types d'excès hyperphagique, deux types d'anorexie mentale. Et là, on est toujours en présence d'une personne qui se prive, une personne qui veut pas prendre de poids à tout prix et une personne qui ne se voit pas aussi petite qu'elle est ou qui ne reconnaît pas l'ampleur du problème. Et là, il y a deux types possibles. Type A, on appelle le type restrictif. Donc, ça veut dire qu'au cours des 3 derniers mois, la personne n'a pas présenté d'excès récurrent d'hyperphagie, ni recouru à des vomissements provoqués. Donc, elle n'aura fait que du A, B et C dans une privation complète pour éviter de prendre du poids. Donc, on est dans une anorexie pure et dure. Personne va se priver sans plus. Alors qu'on a l'autre type qui est celui avec accès hyperphagique, c'est-à-dire qu'au cours des 3 derniers mois, la personne a présenté des excès hyperphagiques, donc elle va s'être tellement privée longtemps parce qu'elle est ABC aussi, mais elle n'est plus capable et là, elle va tomber dans un épisode de gloutonnerie suite à sa culpabilité, honte et on va avoir des comportements compensatoires. Donc, on est toujours en présence d'une personne anorexique parce qu'elle a ABC, qu'elle n'a pas le boulimique, mais là, elle va recourir à des comportements purgatifs. Donc, c'est les deux types possibles qu'on pourrait trouver chez les anorexiques. Voilà. Et il nous en reste un trouble qui, lui, est la bigorexie, et c'est un trouble qui touche majoritairement les hommes. Les 3 autres troubles qu'on vient de nommer chez les femmes, celui-ci chez les hommes. Qu'est-ce que la bigorexie? Une recherche obsessive du développement musculaire, surtout observée chez les jeunes hommes. La bigorexie peut entraîner des difficultés de l'alimentation, donc pour être musclés, ils vont recourir à un excès d'entraînement et ils vont aussi se priver de nourriture parce qu'ils ne veulent pas prendre de poids. Tout ce qu'ils veulent, c'est être musclés, bien cotés, bien fit, être beau sur le plan de la musculation sans plus. Donc, on parle d'une bigorexie quand les pratiques suivantes deviennent dommageables pour la santé. Donc, un excès d'entraînement, donc quelqu'un qui pourrait s'entraîner 2 fois par jour, 3 fois par jour pendant 2 heures, 3 heures, va préconiser la consommation de substituts alimentaires, donc quelqu'un qui pourrait prendre des shots, des protéines en poudre, quelqu'un qui va prendre de la créatine et tout ça, parce qu'ils ne veulent pas prendre de poids, bien sûr, donc ils vont tout calculer. Consommation de substances censées favoriser le développement des muscles comme la créatine. Certains pourraient même aller jusqu'à des stéroïdes. Et on va avoir un régime alimentaire restrictif. Donc, encore une fois, on va tout mesurer, tout peser pour ne pas prendre de poids. C'est ce qui caractérise la bigorexie. Alors voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez bien compris la différence entre chacun de ces troubles-là. On se garde une période tantôt pour aller en discuter pour qu'on puisse bien les différencier s'il y en a certains qui sont peut-être un petit peu mêlants pour vous. Je comprends, il y en a plusieurs. Alors merci beaucoup pour votre attention. On se revoit tantôt pour notre discussion à ce sujet. Salut!